Il l'avait annoncé, c'est désormais une réalité. La troisième transition de l'histoire des Macintosh est en marche. Exit les puces Intel et bienvenue au SoC maison Apple Silicon. Avec la révélation en cette fin d'année 2020 des premiers Mac basés sur le SoC Apple Silicon M1. De quoi est composée cette puce? Comment est-elle marketée par Apple? Quelle est mon opinion sur cette transition qui a le potentiel de marquer l'histoire de l'ordinateur? Éléments de réponse dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à saluer la qualité des événements Apple qui ont été diffusés cette année. Donc il y en a eu 3, il y a eu la WWDC, la présentation autour des iPhones et la présentation autour des premiers Mac avec les puces Apple Silicon. Et pour faire face aux contraintes qui sont en vigueur, notamment liées au Covid-19, ces présentations qui sont habituellement des keynotes devant un public frénétique ont été remplacées par des présentations enregistrées à Cupertino dans les locaux d'Apple et qui étaient de très haute qualité. C'est vraiment un format rafraîchissant pour cette présentation qui était d'une excellente qualité, là-dessus il n'y avait vraiment rien à dire, et qui je pense comme les keynotes à la sauce Steve Jobs vont vraiment faire des émules chez les concurrents, ça j'en ai aucun doute. Il y a quand même une petite chose qui me manquait, c'était les applaudissements frénétiques du public à chaque virgule, à chaque point et à chaque adjectif qualificatif du présentateur. Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. And here it is. Ça manquait d'humain quand même un peu. Alors, présentons rapidement ce nouveau SoC développé par Apple grâce à la technologie ARM. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même quelques notes pour pouvoir m'aider parce que je ne sais pas tout par cœur. Pour éviter de dire des grosses bêtises. Alors, l'Apple Silicon M1, c'est un système on a chip, donc un SoC. Donc c'est similaire à ce que vous pouvez trouver dans les téléphones, dans les tablettes, que ce soit iPad, iPhone ou téléphone, tablette Android, qui est optimisé pour les appareils où la consommation d'énergie est un facteur important. And we call it M1. M1 has been optimized for our most popular low-power systems where small size and power efficiency are critically important. Donc ce premier SoC pour ordinateur d'Apple est vraiment orienté autour de l'efficience plutôt qu'autour de la performance. Ce qui me fait dire que le meilleur est à venir pour la seconde vague d'appareils qui sera équipée des SoC Apple Silicon, donc les iMac, le MacBook Pro 16 pouces ou encore le Mac Pro. Ça, je pense que ça va quand même être un gros morceau. Alors, l'Apple Silicon M1, c'est un SoC gravé en 5 nanomètres. C'est le premier sur le marché à l'être dans cette finesse. Sachant que les prochains qui suivront, ce seront AMD en 2021 avec leur CPU Zen 4. L'Apple Silicon M1 est composé d'un CPU 8 cœurs, donc avec une architecture Big Little comme on le voit depuis longtemps sur les smartphones. Donc, on a 4 cœurs qui sont faits pour les usages de performance et 4 cœurs qui sont faits pour les usages qui ont moins besoin de ressources. Il dispose d'un GPU 7 ou 8 cœurs, donc ça dépend du modèle que vous choisirez, chaque fois que vous décidez d'en acheter un. Mais sur le MacBook Air d'entrée de gamme, le GPU n'a que 7 cœurs, donc ça je pense que c'est en raison du processus de binning sur les SoC. Il dispose également d'une puce moteur neuronal, donc le Neural Engine de 16 cœurs. Il supporte l'USB 4. Le processeur de signal d'image est amélioré. Tout ça pour continuer à vous vendre une webcam 720p dans un ordinateur à plus de 1000 € en 2020. Excellent. Il dispose également du Secure Enclave pour apporter un très haut niveau de sécurité pour les MacBook et pour le Mac Mini. Ce qui signifie que macOS est plus fermé et plus restrictif que jamais. La mémoire vive dispose d'une architecture unifiée, ce qui permet de pouvoir apporter des gains de performance importants, notamment pour la partie graphique du SoC. Et à première vue, nous avons donc face à un package qui est quand même plutôt solide, mais il y a quand même deux infos importantes qui manquent dans ces présentations qui ont été faites par Apple. C'est d'une, le TDP. On ne sait pas précisément quelle puissance peut tirer le CPU au maximum. Et la fréquence d'horloge. On ne sait pas combien de gigahertz le CPU ou même le GPU peuvent tourner. Donc même si les chiffres sont quand même assez sympathiques, il est difficile de se faire un avis sur la performance de manière réaliste sans tester soi-même l'appareil. Et petit spoiler, pour l'instant, je me suis volontairement épargné les tests et les reviews de première semaine pour pouvoir éviter d'avoir un avis qui soit, entre guillemets, corrompu. En plus de ces deux données inconnues dont je vous ai parlé il y a un instant, il y a aussi certaines limitations qui sont liées à ces appareils sous puce Apple Silicon qui sont assez sensibles et
sur lesquels je me pose quand même d'assez grandes questions. Première limitation, c'est le fait que ces appareils ne puissent disposer au maximum que de 16 Go de mémoire vive. Honnêtement, pour un pro, la viabilité de cette configuration à long terme me fait vraiment douter. Je ne m'y connais pas assez pour savoir si l'architecture ARM fait en sorte que la consommation de mémoire vive est moins importante, mais même si chaque fois c'était le cas, je ne pense pas que de manière magique, dans une timeline After Effects par exemple, les fichiers, les effets et toute la composition deviennent d'un coup 3 ou 4 fois moins importantes juste parce qu'on est passé sur une machine qui fonctionne sur une puce ARM. Donc je vous avoue qu'au niveau de la RAM, j'ai des gros doutes et je suis quasiment convaincu que c'est une limitation qui est soit volontaire, soit qui est une limitation due au fait que les puces Apple Silicon ne soient pas encore assez matures pour pouvoir accepter plus de 16 Go de RAM. Le stockage est également bien réduit par rapport au MacBook sur puce Intel, puisqu'on passe d'une capacité maximale de 8 Tera à une capacité de 2 Tera. Je vous avoue que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait choisi ces dernières années des MacBook Pro avec des configurations à 4 ou à 8 Tera, sachant que pour un MacBook Pro à 2 ou 3 000 €, le fait d'ajouter 4 000 € d'upgrade supplémentaire, je ne pense pas que ce soit la chose la plus intelligente à faire. Dans ce cas-là, mieux vaut acheter un ou plusieurs disques durs ou SSD externes, voire même investir dans un NAS, ce sera beaucoup mieux. Mais comme pour la RAM, c'est une limitation qui existe pour les trois appareils, donc le MacBook Pro, le MacBook Air et le Mac Mini. Et je me questionne une fois de plus sur la limitation volontaire ou la limitation matérielle, parce que l'Apple Silicon M1 n'est pas assez mature pour pouvoir rivaliser avec le niveau de polyvalence des MacBooks d'ancienne génération avec les puces Intel. J'ai également lu à plusieurs endroits que les Mac avec puce Apple Silicon ne pouvaient disposer que d'un seul écran externe de résolution maximale 6K, donc qui correspond à l'Apple Pro Display XDR. Pour toute personne qui a un workflow qui nécessite d'avoir deux écrans, c'est une limitation qui est quand même assez importante. Surtout ce qui est assez étrange, c'est que tous les Mac qui ont été présentés avec les Apple Silicon M1 disposent de la connectivité Thunderbolt 3, qui normalement, en théorie, permet de pouvoir connecter deux écrans en résolution 4K maximale. Encore une fois, limitation volontaire, limitation parce que puce pas assez mature, seul le temps nous le dira. Un autre paramètre lié au Thunderbolt, c'est maintenant l'impossibilité de connecter un GPU externe sur tout Mac disposant de la puce Apple Silicon. Donc je sais que c'est un usage de niche, personnellement je n'ai jamais eu l'utilité d'avoir un GPU externe et je connais qu'assez peu de gens qui se servent de ce type de dispositif pour pouvoir apporter une accélération graphique supplémentaire à leur MacBook. Cependant, c'est encore une possibilité qu'on nous retire par rapport au MacBook de génération précédente. Donc, est-ce que ça signifie que, même si ce n'est pas forcément le cas pour cette première génération, à terme, les MacBook Pro et iMac et Mac Pro seront assez puissants sur la partie graphique pour pouvoir se passer définitivement d'une puce graphique dédiée? Seul le temps nous le dira. En tout cas, c'est un autre signe fort, même dans cette période où la partie graphique intégrée n'est pas encore assez puissante pour pouvoir rivaliser avec une carte graphique dédiée. Apple dit également stop à la compatibilité avec les cartes graphiques AMD pour tout Mac disposant d'une puce Apple Silicon. Enfin, bien évidemment, une autre limitation qui, elle, par contre, reste depuis des années, c'est la webcam 720p. Malgré le fait qu'on soit dans une période où le travail à distance est de plus en plus important, notamment à cause du Covid-19, eh bien Apple s'en moque. Certes, ils nous promettent un nouveau processeur de signal d'image amélioré pour pouvoir avoir une image plus claire, mais 720p les gars. 720p, c'est bon, on n'est plus en 2015 ou en 2010. Je crois que la webcam 720p pour Apple, c'est à peu près un running gag aussi pertinent que le 14 nm+++++ pour Intel. Malgré tout, je reste assez réaliste et je me dis que ces limitations ne me surprennent pas pour des produits de première génération. Que ce soit des limitations volontaires pour faire en sorte que leurs produits de génération suivante soient de meilleure qualité et disposent de meilleures spécifications gonflées de manière artificielle parce que les premières générations étaient bloquées volontairement par Apple ou tout simplement par manque de maturité des puces Apple Silicon, ça me semble tout à fait logique qu'Apple n'ait pas abattu toutes ses cartes sur la table dès la première génération. Ça va permettre de pouvoir s'offrir plusieurs années, donc au moins la période de 2 ans de transition, pour monter progressivement en puissance et faire en sorte que dans 2 ans, l'Apple Silicon M2, M3 ou M4 possède une polyvalence équivalente, voire supérieure au MacBook actuel avec puce Intel. Typiquement, ils iront nous dire, maintenant vous avez 4 ports Thunderbolt, vous pouvez connecter 3 écrans 8K en même temps, vous avez jusqu'à 64 Go de mémoire vive et l'accès à un SSD de 8 Tera ultra méga super rapide. Alors qu'en fait, c'est des choses qu'on avait déjà avant. Bref, même si les premières impressions sur les réseaux sociaux et sur YouTube montrent que la puce Apple Silicon M1 est déjà très impressionnante en termes de performance, il ne faut pas non plus mettre le paravent sur tous ses défauts et ses manques qui sont importants. Malgré ces limitations de première génération, Apple a quand même fait pas mal de réclamations de performance lors de sa présentation que je vais vous lister tout de suite. Pour le CPU, il est dans des performances entre 2,8 et 3,5 fois plus importantes
que les MacBook à puce Intel. 3,5 fois, ça correspond à l'augmentation des performances du MacBook Air, donc ça c'est assez logique, puisque les puces Intel basse consommation étaient quand même un peu en manque de puissance, notamment parce que la version la moins puissante disposait même en 2020 d'un processeur double cœur. Pour le GPU, on est entre 5 et 6 fois plus puissant que les graphiques intégrés d'Intel, donc bien évidemment les Mac qui ont été révélés sur cette première génération, aucun ne disposait de partie graphique dédiée, donc ça aide à gonfler le chiffre à la comparaison. Donc, dans un sens, hein, ça aide Apple. Les SSD sont 2 fois plus rapides sur le MacBook Air, donc je pense que le MacBook Air a dû récupérer la même classe de SSD que le MacBook Pro. La partie machine learning est entre 9 et 15 fois plus rapide suivant les machines. L'Apple Silicon M1 dispose du cœur CPU le plus rapide du marché, ce qui pour un SoC qui est censé être optimisé pour sa consommation d'énergie est quand même une réclamation assez intéressante. Vivement la suite. Apple a également réclamé la meilleure performance par watt du marché, ce qui peut paraître assez logique par rapport à l'efficience des puces ARM déjà actuellement, donc si Apple nous optimise ça aux petits oignons, ça peut être légitime. Les meilleurs graphiques intégrés du marché, donc actuellement on était plutôt sur une domination d'AMD par rapport à Intel, même si sur ces puces de 11e génération, Intel semblait reprendre l'avantage par rapport à AMD, mais bon là Apple met tout le monde d'accord et dit stop, du moins ça c'est eux qui le disent. Et enfin, et ça c'est très intéressant pour les mois qui viennent, des applications qui tournent mieux avec l'émulateur Rosetta 2 sur les MacBook à puce Apple Silicon qu'en fonctionnement natif sur les MacBook à puce Intel sur les Mac précédents. Ce qui signifie que les MacBook Apple Silicon qui sont actuellement disposeraient déjà de performances intéressantes et ne souffriraient pas d'un manque de compatibilité des premiers mois des applications, puisque bien évidemment les architectures x86 et ARM demandent aux développeurs de retravailler, voire de réécrire leurs applications et leurs logiciels. Et autant vous dire que pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'applications qui disposent de binaire universel, donc d'applications qui fonctionneraient aussi bien sur puce Intel que sur puce ARM. Même si Apple a dévoilé 3 modèles de Mac renouvelés avec leur puce Apple Silicon M1, il n'y a pas tant de différence que ça entre les 3 modèles malgré des prix qui varient du simple au double pour les modèles d'entrée. Je ne parlerai quasiment pas du Mac mini dans cette vidéo puisque même si c'est le moins cher des 3 à 799 €, ce n'est pas un Mac qui me correspond puisque moi personnellement du côté desktop, j'ai déjà largement ce qu'il me faut pour Windows et même si le Mac mini était de performance excellente, ça ne m'inciterait pas à changer puisque de toute façon je suis dépendant du côté jeu, là où Apple est carrément très en deçà par rapport à Windows. Donc je préfère ne pas trop m'en occuper puisque je ne suis pas la cible de ce Mac, même si j'en parlerai un tout petit peu quand même. Donc au niveau des différences, qu'est-ce que nous avons essentiellement entre le MacBook Pro et le MacBook Air? Nous avons un écran plus lumineux de 100 nits sur le MacBook Pro, un cœur de GPU en moins pour le MacBook Air d'entrée de gamme, mais ce qui n'est pas le cas sur la deuxième variante du MacBook Air qui est avec le même Apple M1 que sur le MacBook Pro. Donc ça c'est sûrement dû au binning, donc je pense qu'Apple a dû optimiser ses rendements en utilisant les puces à la finition un peu moindre, en désactivant un cœur de GPU et en disant hop c'est parti, on les prend quand même. Question d'optimisation de la production. Une différence assez importante, c'est la solution de refroidissement choisie pour chaque appareil. Elle est passive sur le MacBook Air, donc il n'y a absolument aucun ventilateur et il n'y aura jamais aucun bruit de ventilateur puisqu'il n'y en a tout simplement pas dans le châssis. Une solution active sur le MacBook Pro avec, il me semble, un ventilateur. Et une solution active encore plus importante sur le Mac mini avec un ventilateur plus gros qui est similaire à celui que les Mac mini Intel avaient. Bref, je pense que la fréquence sera sûrement soutenable plus longtemps sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, qui risque soit d'aller plus vite à des fréquences plus basses, soit faire des 100 performances, fréquences hautes, fréquences basses, fréquences hautes, fréquences basses. Et on aura sûrement une fréquence soutenue plus longtemps et une fréquence plus élevée sur le Mac mini, puisque celui-ci ne dépend pas d'une batterie et pourra tirer l'énergie dont il a besoin depuis l'adaptateur secteur. La batterie du MacBook Pro est 16,6% plus grande que celle du MacBook Air, donc il me semble qu'on est quasiment à 50 Wh sur le MacBook Air et 58 Wh sur le MacBook Pro, ce qui est une différence remarquable, mais bon, quand on sait que le MacBook Air est donné entre 15 et 18 heures de batterie pour des usages légers et que le MacBook Pro est entre 17 et 20, honnêtement, certes le Pro pourra travailler un peu plus, mais déjà sur le MacBook Air, on est sur une autonomie théorique qui est vraiment confortable. Le MacBook Pro garde la Touch Bar alors que le MacBook Air, lui, garde ses touches fonction matérielle. Personnellement, pour avoir eu un MacBook Pro avec une Touch Bar, je n'en ai jamais vraiment trouvé l'utilité. Même sur les applications qui l'utilisaient, en fait, c'était moins pratique d'utiliser la Touch Bar que d'utiliser un raccourci clavier. Donc, je serais tout à fait heureux de ne plus avoir de Touch Bar du tout sur les MacBooks. Ça ne me changerait pas ma vie. Je serais sûrement même plus satisfait de revenir à des touches. La partie audio micro sur le MacBook est censée être un peu meilleure si on en croit le marketing d'Apple. Là-dessus, on peut les croire, mais je pense que malgré tout, la partie micro et audio du MacBook Air reste quand même tout à fait acceptable pour un ordinateur de son gabarit. Le MacBook Air fait 120 grammes de moins que le MacBook Pro, donc on est sur une différence de plus ou moins 7 ou 8%, donc il n'y a plus ce grand écart par rapport à il y a quelques années entre le MacBook Pro et le MacBook Air. On est vraiment à des poids quasiment similaires, et même le MacBook Air a une épaisseur qui est plus grande sur sa partie la plus épaisse, puisque le MacBook Air est très fin d'un côté et plus épais de l'autre,
alors que le MacBook Pro il est tout plat. Et enfin, la dernière différence, et celle-ci, je pense qu'elle pèse le plus lourd dans vos poches, c'est qu'il y a 320 € de différence entre les configurations de base des deux MacBooks. Le MacBook Air commence à 1129 € quand le MacBook Pro commence à 1449 et le Mac Mini commence à 799. Mais lui, je n'en parlerai pas trop puisque ce n'est pas ma cible. Rentrons un peu plus dans la partie opinion sur cette révolution du côté Apple de la force. Quels sont selon moi les points positifs de cette transition? Les MacBooks vont disposer d'une nouvelle architecture en ce qui concerne de leur puce SoC, qui sont déjà très prometteurs en termes d'efficience pour Apple, même pour une première génération. Et j'estime que c'est très prometteur pour la suite, puisque même pour des appareils tournés vers l'efficience, ils réclament déjà la meilleure performance par watt et le cœur CPU le plus puissant du marché. Donc, qu'est-ce que ce sera quand on sera sur les appareils orienté performance, je ne sais pas, mais j'ai envie de croire qu'il y aura encore un énorme bond en avant qui sera fait. Si par exemple on laisse un processeur ARM tourner à, je ne sais pas, 30 ou 40 watts plutôt que 10 ou 15 watts comme actuellement, je veux bien voir. Autre point positif pour Apple, c'est de se séparer de tout partenaire pour ses CPU et pour ses GPU. Donc maintenant, ils ont le total contrôle des performances graphiques et de calcul pour tous leurs Mac. Ce qui signifie que pour eux, en termes d'intégration, ce sera vraiment tip top. Mais par contre, là où ils ont subi les problèmes d'Intel ces dernières années, ils ne pourront plus se cacher au cas où une génération d'Apple Silicon ne répondent pas aux attentes des consommateurs. Du peu que j'en ai vu pour l'instant, quand même, les adjectifs sont plutôt positifs que négatifs. Ce qui est également positif, c'est le fait que les applications iOS et iPadOS soient compatibles d'entrée de jeu avec les Mac Apple Silicon. Donc ça signifie que ça donne un peu plus de choix aux consommateurs pour choisir des applications qui tourneraient sur un Mac, et en même temps, c'est des applications qui seront en moins à recompiler pour les développeurs. Bref, du positif des deux côtés. Le fait que le prix n'augmente pas, mais que les performances augmentent, ça aussi pour moi c'est une très bonne chose. Honnêtement, pour avoir regardé un tout petit peu, le MacBook Pro 13 pouces avec Apple Silicon reste pas mal compétitif par rapport à un concurrent Windows comme le Dell XPS. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que le prix des upgrades coûte tellement cher que, en fait, au lieu d'être très compétitifs, ils sont simplement relativement compétitifs, parce que dès qu'on recommence à augmenter soit la RAM, soit le SSD, on arrive très vite à des upgrades qui coûtent entre 500, 1000, 1500, 2000 €. Enfin, un dernier point positif pour cette première génération de produits, c'est le fait qu'Apple a gardé tous les bons points du côté matériel qui existaient déjà sur la génération précédente. Donc un écran P3 de très bonne qualité, des haut-parleurs de très bonne qualité également, une finition excellente et, selon moi, le meilleur trackpad du marché pour un ordinateur portable. Si cette transition vers Apple Silicon apporte tout son lot de hype, tout n'est pas rose. Il y aura des points qui resteront à surveiller et d'autres qui sont carrément décevants. Premier point décevant, ce sont toutes les limitations matérielles que j'ai citées au début. Elles peuvent se comprendre d'un point de vue stratégique pour Apple, ou elles sont peut-être liées à des limitations hardware d'un produit de première génération, mais pour le consommateur, c'est quand même quelque chose d'assez frustrant de se dire qu'on fait des pas en arrière sur cette première génération de produits par rapport au MacBook équipé de puces Intel. Cependant, ça reste un champ de progression pour Apple pour ces prochaines générations de Mac avec puces Apple Silicon. Point à surveiller logique, c'est le besoin pour les développeurs d'adapter ou de réécrire leur logiciel et applications pour ces nouveaux processeurs. Certes, l'émulateur Rosetta 2 va aider à pouvoir faire en sorte que cette transition se passe dans les meilleures conditions possibles, en attendant que toutes les applications et logiciels disposent d'un binaire universel qui fonctionne tant pour Intel que pour ARM. Mais il faudra attendre de longs mois avant de voir le potentiel complet des puces Apple Silicon. Si on prend l'exemple de la suite Creative Cloud que j'utilise beaucoup à titre personnel, les premières applications compatibles Apple Silicon n'arriveront qu'en début 2021, même si j'ai vu une version bêta de Photoshop arriver dès maintenant sur macOS, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, je ne m'en parlerai pas trop parce que pas mal de fonctions manquent pour le moment. Et déjà qu'en temps normal, les applications Adobe sur Mac sont moins optimisées par rapport à Windows, je resterai extrêmement prudent par rapport aux performances des applications Creative Cloud pendant ce temps de transition. Ce qui me fait dire que pour l'instant, tant que les applications Creative Cloud ne sont pas finement optimisées pour les processeurs Apple Silicon, il ne faut surtout pas investir dans ces MacBooks à titre professionnel. Si théoriquement les MacBooks à puce Intel devraient être moins performants à terme, ils resteront plus stables pour le moment, donc si vous en avez un, gardez-le pour l'instant et repoussez l'upgrade encore de quelques mois. Un point à surveiller au niveau des performances, c'est le fait que malgré le fait qu'on ait trois form factors différents et trois appareils fondamentalement différents dans l'historique d'Apple, nous n'ayons qu'un seul nom de SoC. Pour tous ces appareils, ils disposent de l'Apple Silicon M1. Alors que pourtant on a un Ultrabook sans ventilateur, un Ultrabook avec une solution de refroidissement active et un ordinateur de bureau qui certes est petit mais qui lui aussi est refroidi de manière active. Donc quitte à la jouer Apple, j'aurais aimé un naming un peu plus distingué, par exemple l'Apple Silicon M1 pour le MacBook Air, le M1 Pro
pour le MacBook Pro et le M1X pour le Mac Mini. Même si je m'y attendais, le fait que Apple ait choisi ces form factors pour sa première génération de Mac avec plus Apple Silicon m'a un peu déçu. Personnellement, j'aurais plutôt vu le retour du MacBook comme première machine sous Apple Silicon, sachant qu'en plus le MacBook était plus fin et plus léger, il me semble, que le MacBook Air. Du moins voilà, c'était un appareil petit et ultra portable, avec un clavier pourri et un seul port Thunderbolt. Et à côté de ce MacBook, j'aurais bien vu également un Mac Mini comme ils l'ont fait actuellement, mais un Mac Mini revu en termes de design, parce que le Mac Mini actuel est en fait tout simplement exactement le même que celui avec puce Intel, sauf qu'à l'arrière la connectivité est plus réduite, donc ce qui fait qu'on a pas mal d'espace, et même à l'intérieur, de ce que j'ai vu, il y a vraiment pas mal d'espace qui a été laissé, tout simplement parce que la puce Apple Silicon prend moins de place. Donc j'aurais bien vu ces choix-là personnellement, mais je comprends tout à fait le choix qu'Apple a fait avec le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini, pour continuer d'utiliser une gamme active plutôt que de faire renaître un vieux phénix de ses cendres qui n'est plus en commercialisation depuis un moment. Et enfin, le dernier point négatif est celui-ci, malgré toute la hype, même personnelle, le fait qu'Apple continue de mettre un doigt d'honneur perpétuel au right to repair est quelque chose qui personnellement m'embête beaucoup. Réparer un MacBook n'a jamais été aussi compliqué, les upgrades vous pouvez oublier puisque maintenant même la RAM qui avant était à part sur la carte mère est maintenant directement dans le SoC, donc vous ne verrez plus de vidéos de mecs complètement fous qui s'amusent à dessouder les puces de RAM des MacBook 2016-2019 pour ressouder des puces plus grandes. Ça, pour en avoir vu, vraiment, j'applaudis ces mecs-là parce que c'est taré, mais j'ai pas d'autre mot. Et même les upgrades maintenant coûtent plus cher que jamais. Pour le stockage, les moyens de contournement existent, donc un NAS, ou comme moi, le fait d'avoir un Samsung T5 pour pouvoir stocker de la vidéo, ça fonctionne très bien avec le Thunderbolt 3. Cependant, pour la RAM, une fois que vous avez choisi et que vous avez votre Mac entre les mains, le paumé est complètement SOL. Et ouais, il n'y a pas autre chose à dire. On se concentre beaucoup autour d'Apple au niveau du lancement de cette nouvelle puce. Cependant, j'élargirais bien un peu le spectre et irais voir ce qui se passe du côté de Microsoft. Puisque si pour Apple, cette idée de mettre ses puces ARM dans des ordinateurs est toute récente, en tout cas révélée au public, puisque ça fait que depuis 6 mois que nous sommes au courant, cela fait depuis 2012 que Microsoft utilise de manière intermittente des appareils sous différentes versions de Windows qui utilisent des processeurs ARM. Et même depuis 2011, puisqu'il faut se rappeler que les premiers processeurs ARM dans les appareils Microsoft étaient trouvables dans les tablettes qui tournaient sous Windows RT. Cette version limitée de Windows qui ne laissait tourner que les applications du Microsoft Store, mais évidemment, on peut comprendre pourquoi ça n'a pas bien marché. On est en fin 2020 et Microsoft vient sûrement d'annoncer la sortie prochaine d'un émulateur pour pouvoir faire tourner des applications 64 bits sur les appareils Windows qui disposent d'une puce ARM, notamment la Surface Pro X. Parce que oui, depuis la sortie de Windows pour ARM, les applications 64 bits ne peuvent pas tourner du tout sur ces appareils. Seules les applications 32 bits disposent d'un émulateur. Ce qui signifie que pour beaucoup de logiciels, ce sont des versions obsolètes qui peuvent tourner sur les appareils Windows à puce ARM. En fait, la question derrière ça, c'est de se dire, est-ce qu'Apple peut réussir là où Microsoft a pour l'instant, selon moi, raté depuis 9 ans ? Et la réponse est oui. Rien que la présence de Rosetta 2 dès le lancement des puces Apple Silicon est un signe de bien plus grand sérieux par rapport au fait que Windows Pro ARM ne dispose d'aucun émulateur pour les applications 64 bits depuis plusieurs années. Pour reprendre la situation d'un vidéaste que j'ai regardé et qui a fait plusieurs vidéos sur les 2 itérations de la Surface Pro X, vous payez plus de 1000 € pour ce qui ressemble à un Microsoft Chromebook. Et même pour moi qui aime bien les Chromebooks, j'en ai un à titre personnel que j'utilise de manière régulière, c'est comme une comparaison assez peu flatteuse pour un appareil qui coûte assez cher. C'est une comparaison qui va même tout dire en fait. En ayant le contrôle de leur OS qui ne distribue qu'à leurs appareils, l'expérience de l'intégration hardware-software, notamment sur les iPhones et les iPads pour les puces ARM, et la part d'utilisateurs de Mac avec puce Apple Silicon qui va augmenter très vite puisque les appareils à puce Intel vont assez rapidement disparaître et que si les performances promises sont bien réelles, et bien les gens seront très tentés d'upgrader leur Mac vers cette nouvelle génération. Les développeurs devraient suivre bien plus facilement la voie d'Apple plutôt que celle de Microsoft où les évolutions au niveau des développements ARM sont quand même assez balbutiants. Et je pense qu'on peut déjà se situer comme premier point de bilan les appareils de génération 2 Apple Silicon, donc je ne parle pas des iMac, Mac Pro et MacBook Pro 16 pouces qui devraient arriver, mais plutôt la deuxième itération d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro ou d'un Mac Mini, suivant comment ils font ça après, parce que quand on voit qu'actuellement un MacBook Air, un MacBook Pro devraient avoir des performances assez équivalentes, peut-être à 5 ou 10% de différence, est-ce que c'est pertinent d'avoir 2 appareils différents? Ça, je laisserai Apple se poser la question. Bref, deuxième génération d'Apple Silicon, pour moi, ce sera le premier point d'étape important, pour le premier juge de paix, qui nous permettra de nous demander si cette transition aura été une réussite ou un premier échec pour Apple. Pourtant, je les comprends pas, Apple, du côté Intel, tout va bien.
Si ça fait 6 ans qu'ils sont sur du 14 nanomètres plus, c'est que ça doit être pas si mal quand même. Mes impressions face à cette première génération de produits, c'est une véritable hype. Et même pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas du tout un Apple fan, j'ai beau avoir quelques MacBooks, comme vous pouvez le voir ici, je suis très largement du côté Windows de la force et j'ai pendant très longtemps critiqué Apple pour leur stratégie, leur direction et tout simplement pour leur choix, sans parler du prix. Je dois vous dire que cette direction vers les processeurs ARM m'intrigue vraiment beaucoup et je suis particulièrement intéressé de voir comment cette première génération, qui pour l'instant est plutôt côté efficience, se traduira quand on arrivera sur des appareils qui auront besoin de performance. Est-ce qu'Apple réussira à faire le grand bond avec des processeurs ARM qui seront par exemple sur du 30 ou du 45 watts et seront ultra puissants? À l'heure actuelle, je vous avoue que ma première préoccupation, c'est vraiment de savoir si les performances promises et toutes les revendications faites par Apple lors de leur présentation sont vraies ou non. Du coup, je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette première génération de Mac Apple Silicon m'intéresse tellement que je vais en acheter un pour en faire le test. MacBook Air, MacBook Pro, je vous avoue que je suis quand même dans une grande hésitation pour 2 raisons. D'une, parce que les performances théoriques devraient quand même être assez équivalentes, même si le MacBook Pro a un ventilateur comparé au MacBook Air qui n'en a pas. Je ne m'attends pas à une énorme différence de performance, peut-être entre 5 et 10%. Et également parce que le MacBook Air a récupéré l'écran P3 du MacBook Pro. Ce qui fait que même en termes de couleur, maintenant, le MacBook Air dispose d'un écran de très bonne qualité. Et vu l'écart de prix de 300 €, c'est vraiment ce qui me fait beaucoup hésiter. Pour l'instant, j'ai envie de partir sur le modèle de base du MacBook Air, qui est donc à 1129 €. Et je me contenterai très bien du fait que le GPU a un cœur de moins et que potentiellement les performances soient soutenues de manière un peu moins bonne. Sauf que si ce MacBook Air avec puce Apple Silicon réussit à mettre une vraie raclée à ce MacBook Pro 2017, ça rendra la comparaison et le choix vers ces nouvelles puces encore plus intéressant. Cependant, je vous consulte aussi sur ce choix parce que votre avis m'intéresse. Je vous laisse un sondage, alors je ne sais pas où il sera placé parce que maintenant on ne peut plus du tout les mettre dans le petit information comme avant, donc vous verrez où est-ce qu'il sera placé, je vais le marquer sur la vidéo, pour savoir quel modèle vous souhaiteriez que je teste sur cette chaîne, le MacBook Air de base ou le MacBook Pro de base, sachant que je ne paierai pas pour des upgrades puisqu'elles sont tout simplement trop chères. Ce sera donc dans tous les cas un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc voilà pour cette petite vidéo autour des Mac avec puce Apple Silicon de première génération. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires si vous voulez que j'y réponde et à répondre au sondage pour savoir quel Mac vous souhaiteriez que je teste entre le MacBook Pro et le MacBook Air. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater le test du futur Mac avec puce Apple Silicon que je choisirai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!